Pour patienter avant la sortie d'un gros jeu très attendu, c'est pas toujours une bonne idée de rejouer aux épisodes précédents de la série, contrairement à ce qu'on pense, mais fuck, c'est quand même ce que j'ai fait. Après Mario et Donkey Kong, j'ai rejoué à tous les Zelda canoniques sur console de salon dans l'ordre. Et je vais vous dire si selon moi, il y a encore un intérêt de les reparcourir en 2023. Attention, c'est pas des tests, je vais pas vous sortir les banalités historiques que tout le monde connaît. Vous savez déjà quels jeux sont cultes et pourquoi. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'aller au-delà du statut sacré et intouchable de certains épisodes, pour voir s'ils ont passé l'épreuve du temps. The Legend of Zelda sur NES, on peut pas se déplacer en diagonale, rien n'est indiqué, que ça soit dans la world map ou les donjons, il y a aucun scénar, et pourtant, même en mettant de côté l'affect de voir les débuts d'une série qu'on aime, ça peut s'avérer amusant d'explorer au hasard, découvrir les différents environnements, tomber sur des PNJ dans des grottes, collectionner les rubis et les cœurs. Il a une logique d'un temps révolu, donc si tu le découvres aujourd'hui, vaut mieux te chercher une map ou une soluce sur internet, ne serait-ce que pour avoir une idée globale de ce qu'on attend de toi. 5 sur 5 en 1986, mais seulement 2 points d'intérêt d'y rejouer en 2023. Alors que Zelda 2 The Adventure of Link, je le trouve au-dessus. Mettez de côté votre fanboyisme et votre volonté que ça ressemble à quelque chose que vous connaissez. Si vous jugez d'abord Zelda 2 comme un jeu vidéo avant de le juger comme un Zelda, vous risquez de bien aimer, même en 2023. Alors oui, il y a des trucs qui ont vieilli, les pics de difficulté atroces et le manque d'indications, mais dans l'ensemble, on est bien moins paumé que dans le premier. Il y a une progression un peu plus linéaire et logique, et la jouabilité en combat est encore très nerveuse grâce à sa vue de côté. Je le trouve marrant manette en main. Tu gagnes des nouveaux pouvoirs dans les villages, il y a de quoi explorer sur la map pour trouver des bonus optionnels, et le côté RPG te laisse un peu de liberté dans l'évolution de ton perso. 3 points d'intérêt d'y rejouer en 2023. Zelda A Link to the Past. Si on le remet dans le contexte de l'époque, j'ai envie de lui faire toutes les éloges du monde, mais vous avez compris que c'est pas le but ici. Par contre, rares sont les jeux rétro qui se défendent encore aussi bien aujourd'hui. Le monde est passionnant à explorer, il y a plein de secrets à découvrir à mesure qu'on acquiert de nouveaux objets. C'est le premier Zelda qui procure vraiment des sensations jouissives à la Metroid quand tu retournes dans des zones que tu connais déjà, mais avec un arsenal qui t'ouvre de nouveaux accès. Il y a un semblant de scénario, des musiques cultes, des donjons bien rythmés et pas aussi prises de tête qu'en 3D. C'est le Zelda qui a fixé les bases sur lesquelles tous les épisodes suivants vont s'appuyer. Donc même si tu le connais pas, c'est facile à prendre en main. 4 points d'intérêt en 2023. Zelda The Wand of Gamelon, étrangement, il s'est pas trop appuyé sur A Link to the Past. Non, je vais pas le faire. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur les Zelda CDI, je vous mets un lien en fiche et en fin de vidéo. Je continue avec les Zelda officiels. Ocarina of Time. Je suis mitigé. Le premier tiers de l'aventure est excellent. Bien rythmé, avec juste assez de liberté pour donner envie de vagabonder. Et le jeu nous en récompense, donc c'est hyper satisfaisant cet équilibre entre aventure principale et quête annexe. Seulement, après le gros poisson moche, les donjons se multiplient et leur construction devient un peu chiante par rapport à nos attentes modernes. C'est pas très inspiré, avec un regard qui date pas du siècle dernier. Et ça manque de vrai casse-tête. N'empêche que ça reste une prouesse qu'un des premiers jeux full 3D soit encore très plaisant à jouer. Y a pas de caméra libre, mais le système de lock permet de garder le contrôle pendant les combats. Le fait que les Souls-like aient encore aujourd'hui le même système, c'est que ça a pas trop vieilli. 4 points aussi. Majora's Mask. C'est de la merde, on est tout le temps pressé par le temps, 0 sur 5. Mais non, pas du tout. À l'époque, les boucles temporelles, ça pouvait faire peur, mais aujourd'hui, c'est acquis que c'est trop bien, et que c'est pas du tout aussi contraignant que certains le pensent. Je trouve la structure de Majora's Mask plus moderne que celle d'Ocarina. Il y a 2 fois moins de donjons ennuyants, et en contrepartie, il y a plus de choses à faire dehors, avec les différents peuples, plus toutes les quêtes annexes et leurs dimensions temporelles. Les masques aussi, c'est un ajout original à la série. Il se différencie tellement des autres épisodes que c'est toujours très pertinent de se le faire aujourd'hui. 5 points d'intérêt sur 5. The Wind Waker, on serait tenté de dire qu'il est très différent aussi, mais au final, ce qui donne cette impression, c'est seulement le cel shading et la flotte partout. Qu'on se le dise, l'eau, elle apporte que dalle. Y a rien qui tourne autour de l'eau. C'est pas Mario Sunshine. On n'est pas encouragé à nager. C'est le seul Zelda 3D avec Breath of the Wild où on peut pas plonger. La mer, elle est pas mise à contribution dans le gameplay. C'est qu'une zone de chargement. Le vrai jeu, il est sur les îles. Et sur les îles,
À part le style graphique, c'est un Zelda classique, qui améliore beaucoup de choses, mais pas tout. Je dirais même que c'est un retour en arrière à certains niveaux. Il y a peu de donjons comme dans Majora's Mask, mais le contenu annexe est nettement moins intéressant. Et on en fait très vite le tour, contrairement à ce que laisse présager l'immensité de la carte. En comparaison avec les autres Zelda, il a l'air d'avoir été un peu plus rushé. La deuxième moitié de l'aventure m'a pas marqué. En revanche, visuellement, il est toujours aussi plaisant et les premières heures sont très prenantes, grâce au scénario, aux personnages et à la variété des situations. 4 points d'intérêt en 2023. Twilight Princess. Lui par contre, il a pas été rushé. Il est très riche en contenu. C'est pas forcément un bon point pour tout le monde. 16 ans après sa sortie, en pleine guerre de l'attention, beaucoup valorisent des expériences plus courtes, et ceux-là trouveront peut-être plus leur bonheur avec The Wind Waker. Pour les autres, Twilight Princess, c'est la formule Ocarina of Time, en plus ambitieux, en plus grand, en plus mieux, mais avec des phases en loup pas toujours captivantes. L'avantage, contrairement à Ocarina et Wind Waker, c'est que la deuxième moitié de l'aventure est pas moins bonne. Twilight Princess, je le trouve meilleur à mesure qu'on s'y investit. Il y a des passages mémorables, les donjons sont mieux designés, et quand tu le souhaites, tu peux quitter le chemin de la quête principale pour t'amuser à explorer, contrairement à l'épisode suivant. C'est pas toujours parfait, mais pour moi, c'est l'aboutissement de la formule Zelda classique. 5 points. Skyward Sword. J'étais curieux de le refaire des années après, parce qu'à l'époque, je l'ai vraiment pas kiffé. Faut dire que je me sentais constamment enfermé dans des couloirs, même en dehors des donjons, il n'y avait pas cette dose d'exploration que je valorisais tant avant. C'était pas assez épique. Il y avait beaucoup trop de recyclage d'idées pour gonfler la durée de vie, et fin 2011, le motion gaming imprécis, j'en pouvais plus. Maintenant que c'est bon, la Wiimote, on l'a digéré, et qu'il y a une version HD jouable à la manette. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui ? Ben disons que ma rancœur a baissé. Déjà la caméra libre et le 60 fps sur Switch, j'ai kiffé, et ne plus avoir à gesticuler dans tous les sens, c'est très appréciable. Par contre, étrangement, il y a toujours des imprécisions. Même en donnant des coups d'épée au stick, il y a parfois une petite latence. C'est quand même plus confort les jeux où la frappe est que sur un seul bouton. Mais Skyward Sword apporte tout de même des idées qu'on n'a jamais vues dans la série grâce au déplacement libre de son épée. C'est intéressant de découvrir comment le design des ennemis va évoluer au fur et à mesure de l'aventure pour te pousser à frapper différemment. Ça fait très Nintendo. Et les donjons sont très cool. J'insiste, meilleur que dans Twilight Princess. Le problème, c'est qu'entre deux donjons, les zones sont elles aussi construites telles des donjons un peu. Donc ça laisse pas vraiment le temps de respirer. C'est le seul Zelda où je peux pas faire de longues sessions. Après 2 heures de donjon, c'est dur d'enchaîner direct par 2 heures d'un autre donjon. Et à ça t'ajoutes qu'il y a quand même beaucoup de recyclage de zones. Pour des trucs un peu nazes, on te pousse à retourner dans d'anciens niveaux, voire même refouiller certains donjons que t'as déjà fait. Ça c'est assez unique dans un Zelda. C'est pas du remplissage à la Ubisoft, mais t'as l'impression qu'ils ont cherché à gratter plusieurs heures de durée de vie sans avoir à rajouter du nouveau contenu. Ça se voit et c'est un peu frustrant à faire. Mais j'ai conscience que certains choix, c'est une question de goût, donc mon indicateur d'intérêt ne tiendra pas compte du décalage qu'il y a par rapport à mes attentes personnelles. 4 points sur 5. Par exemple, je préfère Ocarina of Time, mais objectivement, il a plus à t'apporter Skyward Sword d'un point de vue game design aujourd'hui que Ocarina. Breath of the Wild, je suis pas le seul qui l'a secoué à l'époque. Je m'attendais à ce qu'il se fasse copier de tous les côtés et qu'en 6 ans tous les concurrents perfectionnent la recette, mais nous on serait restés fidèles pour dire Breath of the Wild c'est celui qui les a tous inspirés. Et ben au final, il a pas inspiré grand monde. Des jeux ont essayé de reprendre son style graphique, mais sans jamais arriver à la cheville de ses propositions ludiques. L'exploration est grisante, les interactions environnementales sont hyper riches, et les sanctuaires c'est du génie. À part les épreuves de force. C'est toujours l'un des meilleurs open world jamais sortis. Pour moi, c'est un 6 sur 5. Maintenant, il n'y a plus que Tears of the Kingdom qui peut le surpasser dans sa catégorie, j'ai l'impression. Allez, plus qu'une petite semaine d'attente. Merci aux donateurs. D'ailleurs, vous aussi faites des dons. Pas qu'à moi, hein, mais dans l'absolu, dans la vie, si vous aimez des initiatives, financez-les tant que c'est encore possible. C'est la meilleure chose à faire plutôt que de pleurer après coup quand ça s'arrête par manque de moyens. Ces derniers temps, il y a des fermetures qui étaient dommages.